Bien, la séance est ouverte. Est-ce que vous acceptez d'être secrétaire de séance, mademoiselle Mendes? Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Voulez-vous procéder à l'appel? Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Madame André Doubrère. Présente. Monsieur Gilles Craspaille. Monsieur? Gilles Craspaille. Monsieur Craspaille, pardon, m'a donné pouvoir. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. A donné pouvoir à madame Argounès. Mireille Mendes, présente. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur Pierre Logini. Madame Nathalie Suzac. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Tréquet. Monsieur Eugène Pourchier. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. Monsieur Jean-François Calvo. Présent. Monsieur David Larazabal. Présent. Monsieur Michael Ducrot. A donné pouvoir à monsieur Pourchier. Monsieur Laurent Texera. Madame Marie-Christine Huin. Madame Cynthia Perret. Madame Florence Gassan. Madame Delphine Poy-Girardot. Monsieur Sébastien Cojol. A donné pouvoir à madame Cassagne-Rodriguez. Madame Caroline Tonon. Madame Inde Amri. Monsieur Romain Giral. A donné pouvoir à madame Doubrère. Madame Elisabeth Arex. Madame Elisabeth Brunet. A donné pouvoir à monsieur Touillat. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Christiane Elip. A donné pouvoir à monsieur Laurent Dubuix. Madame Michel Fambaran. Monsieur Laurent Dubuix. Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. Elle est excusée et pour l'instant on n'a pas reçu le pouvoir. Donc monsieur Montama me dit qu'elle a envoyé un pouvoir, mais on ne l'a pas eu. Hein. Vous l'avez, vous? Anne? Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. Monsieur Dominique Montama. Merci, madame la secrétaire. Donc, je vous prie tout d'abord de bien vouloir m'excuser de vous réunir dans les conditions qui nous réunissent aujourd'hui, à savoir une séance du conseil municipal qui est réunie dans l'urgence, c'est la procédure qui s'appelle ainsi, et je vais vous demander dans un premier temps si vous en êtes d'accord pour que ce conseil municipal puisse se prononcer dans l'urgence. Nous agissons ainsi sur les conseils, bien évidemment, de la préfecture. Je donnerai bien évidemment les raisons qui justifient un réexamen de la délibération que nous avons prise lundi dernier concernant l'augmentation de capital de la CENI. Mais au préalable, je vais donc vous lire l'article 21-21-12 du Code des collectivités territoriales qui dispose que dans les communes de plus de 3500 habitants, le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance en conseil municipal qui se prononce sur l'urgence. La jurisprudence précise que le maire doit rendre compte des motifs qui ont justifié l'abrégement du délai. Elle prévoit également que le conseil municipal se prononce sur l'urgence par une délibération spéciale qui constitue une formalité substantielle. Alors, lors de la séance du conseil municipal du 22 septembre dernier, le conseil avait été amené à se prononcer sur l'augmentation du capital de la CENI selon certaines caractéristiques. Or, ces caractéristiques se trouvent modifiées. J'y reviendrai tout à l'heure. Il convient donc de délibérer sur les nouvelles conditions de cette augmentation de capital avant la tenue du conseil d'administration de la CENI qui doit se réunir le 2 octobre, c'est-à-dire jeudi soir. Le conseil municipal étant tenu de délibérer avant ce conseil d'administration, il y a donc urgence à présenter cette délibération avant l'approbation de cette assemblée. Il est donc proposé au conseil municipal
d'approuver l'urgence de la séance et de mettre en débat la délibération modificative concernant l'augmentation de capital de la CEMI. Alors, je vous demande si vous êtes d'abord d'accord, sachant que vous avez été convoqué, en tout cas j'espère, dans le délai minimum d'un jour franc, puisque les convocations sont parties vendredi. Je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver l'urgence de la séance afin de mettre en débat la délibération modificative qui concerne l'augmentation de capital de la CEMI, afin que notre délibération puisse bien être prise en compte le 2 octobre lors de la réunion de la CEMI. Est-ce qu'il y a des questions? Ensuite, je donnerai les explications sur les raisons. Pas de problème sur l'urgence, tout le monde est d'accord? Y a-t-il des abstentions? Pas d'opposition? Je vous remercie pour cette unanimité. Donc, je vais vous donner maintenant les raisons qui nous ont amenés à, malheureusement, vous proposer une nouvelle délibération qui a été déposée sur table, parce qu'elle a été encore modifiée tout à l'heure, par rapport à la délibération de la semaine dernière. Je précise tout de suite que cette nouvelle délibération ne change en rien les engagements qui ont été donnés au Conseil, enfin au maire, lors du Conseil municipal, par la délibération de lundi dernier. Les engagements financiers sont les mêmes. Nous souscrirons. En date du 27 juin 2014, le Conseil municipal avait donné une suite favorable à la demande exposée par le Conseil d'administration de la CEMI d'une augmentation de la participation de la ville à son capital. Celle-ci prendrait la forme de souscription d'actions nouvellement émises et qui représenteront une somme d'environ 1 400 000 €, prime d'émission comprise, à libérer, d'une part, par compensation avec l'avance en compte courant d'associés de 600 000 € versés conformément à la libération en date du 12 novembre 2012, pour 800 000 € par versement complémentaire suite à la sollicitation de la CEMI. Par délibération en date du 22 septembre 2014, donc lundi dernier, il avait été proposé au Conseil municipal d'approuver une augmentation de capital de la CEMI selon certaines caractéristiques. Or, suite à une erreur d'interprétation portant sur les dispositions de l'article L. 225-134 du Code du commerce, prévoyant que l'augmentation du capital finalement constatée, ne peut être inférieure à 75% de l'augmentation de capital décidée, alors que l'Assemblée générale de la CEMI limitait par erreur ce seuil à 50%. Il convient donc pour la CEMI de modifier les conditions de cette augmentation de capital. Le Conseil municipal est donc invité à approuver les nouvelles modalités de la souscription et de la réalisation de l'augmentation du capital. Au terme de l'exercice 2013, dont les comptes ont été approuvés lors de l'Assemblée générale du 30 juin 2014, les capitaux propres de la CEMI s'élèvent à 6 420 819 €. Aussi, la restructuration financière qui sera opérée correspondra à une augmentation maximum des fonds propres de 1 799 984 € par l'émission de 14 516 actions nouvelles de 124 € ainsi réparties, augmentation maximum du capital de 505 089,79 €, prime d'émission 1 294 000 € et 894. 1 294 894 000 €. Cette augmentation de capital ayant vocation à être effectuée sans suppression du droit préférentiel de souscription. Le pourcentage de participation de la ville de Tarbes doit demeurer identique si tous les actionnaires souscrivent. Si aucun autre actionnaire ne désire souscrire, alors la participation de la ville serait portée au-delà des 57,94 détenus actuellement, tout en restant dans la limite statutaire qui est, je le rappelle, de 85%. Il est donc proposé au Conseil municipal, donc ça on avait déjà dit, mais on le redit, de rendre exigible la créance certaine et liquide détenue sur la CEMI pour un montant de 600 000 €, d'approuver les modifications du capital de la CEMI consistant à le porter jusqu'à un montant maximum de 2 305 089,79 € par l'émission de 14 516 actions nouvelles
de 34,7 954 € de nominal assorti d'une prime d'émission de 89,2046 € par action, soit une prime d'émission totale maximale de 1 294 894 000 €. Non, 1 294 894 €, décidément. D'approuver la participation de la ville à l'augmentation de capital par souscription de 8 411 €. C'est là que les choses changent, évidemment. À 8 411 actions, à émettre par la CMI au prix de 124 €. Ne change pas. Soit une somme de 1 042 964 €, pouvant être portée jusqu'à 1 400 000 €, suite à la répartition par le conseil d'administration de la CMI des actions non souscrites. Cette prise de participation se ferait par compensation avec l'avance en compte courant d'associés précédemment versé de 600 000 € et pour le solde par versement complémentaire de fonds. D'approuver le prélèvement sur le solde du compte courant de la ville dans les comptes de la CMI du montant des rompus, qu'on ne peut pas connaître pour l'instant, tant qu'on ne connaît pas les autres souscripteurs, d'autoriser le maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités requises. Cette délibération abroge et remplace celle du 22 septembre 2014. Alors, en effet, nous avons, et c'est une erreur, nous avons raisonné à l'envers. C'est-à-dire, on a dit, la ville peut souscrire 1 400 000 €. Elle détient 57,9% du capital. Donc, si la ville, avec cette participation, peut souscrire 1 400 000 €, les autres actionnaires peuvent souscrire, et c'est le décompte que nous avions fait dans le premier tableau, peuvent souscrire, je le rappelle tout de suite, voilà. Les autres actionnaires peuvent souscrire jusqu'à un montant total de 2 416 000 €. Donc, dans ce premier schéma, la ville souscrivait 1,399 €. Les autres, s'ils souscrivaient, pouvaient souscrire la différence, c'est-à-dire 1 15 000 € et des poussières. Il se trouve que dans ce cas de figure, si tout le monde avait souscrit, il n'y avait aucun problème, puisque la souscription aurait été remplie par 100%. Si, comme on l'a évoqué, et on a déjà des réponses d'actionnaires qui nous disent qu'ils n'envisagent pas de souscrire, si, comme c'est le cas que nous devons imaginer dans la situation extrême, si personne ne souscrit, il faut que la souscription de la ville qui s'élevait à 1 400 000 € j'arrondis, représente au moins 75% de l'augmentation de capital envisagée, que nous libérions cela. Dans le premier schéma, on avait calculé une participation de la ville sur un capital plus prime d'émission de 2 416 000 qui dépassait, vous voyez 1 400 000 pour 2 416 000, qui dépassait les 50%, mais pas les 75%. Voilà pourquoi les calculs ont été refaits. Et aujourd'hui, le tableau prévoit donc une augmentation maximale, j'arrondis, de 1 800 000 €. Sur 1 800 000 €, la ville, si elle souscrit seule, peut souscrire au minimum 1 42 964 €, ce qui représente un total supérieur. Attendez, 1 million, je fais n'importe quoi là. 1 042 964 divisé. Ça ne correspond pas. 505 292. Divisé par 505. On est autour de, si on souscrit 1 400 000, donc on a dit, hein, on est exactement à, oh mais c'est pas possible,
divisé, pas multiplié, à 78%, dont on dépasse les 75%. Donc voilà pourquoi nous avons présenté cette nouvelle délibération. On est à 77,78 exactement. 1 400 000 sur 1 800 000. Et je dois dire que personne n'a vu l'erreur qui a été commise et j'admets être le premier responsable en disant qu'il fallait qu'on aille vite et que donc en souscrivant au moins 50% des 2 400 000, 1,4 million sur 2,4 millions, on remplissait les conditions. Or non, c'est 75%. Voilà pourquoi nous vous proposons cette nouvelle délibération. Qui souhaite intervenir? Il fait chaud ici. Une explication de vote peut-être rapidement. Une explication de vote rapidement. Donc effectivement, le 27 juin, le principe d'une augmentation du capital avait été voté par le conseil municipal. En ce qui nous concerne, nous ne l'avions pas voté, considérant que c'était une affaire sans fin et que ce n'était pas la bonne méthode. Le 22 septembre, on a eu à approuver l'augmentation du capital, c'est-à-dire les modalités de la décision du 27 juin. Nous nous sommes abstenus. Vous changez maintenant, avec les explications que vous venez de donner, les nouvelles modalités, donc nous nous abstiendrons de la même façon. Problème. Y a-t-il d'autres? Monsieur Montama. Ça va être globalement la même remarque sur un principe d'augmentation de capital qui peut, si un grand changement de gouvernance et de cap de la CEMI n'intervenait pas dans les mois ou les années à venir, on ne pourra toujours pas, ce qu'on sait très bien et qu'on a très bien compris, que le déficit de la CEMI est pour partie structurellement pas corrigeable tant qu'elle est à cette dimension, avec le nombre de logements qu'on a, avec... Bon, enfin, il n'y a pas de déficit. Pour l'instant, il n'y a pas de déficit. Non, mais le structurel réinterviendra. Il n'y a pas de déficit parce qu'on vient au secours. Mais ça va durer pendant... Non, monsieur Montama, il faut que les choses soient claires. Nous ne sommes pas ici pour dire la CEMI est en déficit et il faut que nous comblions ces déficits. Absolument pas. Absolument pas. Vous avez vu, vous participez aux assemblées, vous avez vu que le résultat du dernier exercice était de 159 000 €, que le résultat de l'exercice précédent était positif. Il n'y a pas de déficit au niveau des résultats. Il y a un problème de trésorerie, on va en parler tout à l'heure, qui est lié au fait que la CEMI a des diminutions de recettes liées au taux de vacances, qui a augmenté de plus de 50%, qui est lié aux impayés, qui est lié au fait qu'avant, et vous le verrez, je vais vous le démontrer tout à l'heure, avant, les résultats et les besoins en trésorerie étaient comblés par des ventes de patrimoine qui se faisaient dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'effectuer des ventes. On ne peut plus faire de ventes. On avait prévu de faire un certain nombre de ventes au début de l'année 2014. On ne les a pas faites pour l'instant. Maintenant, on est en train d'en faire quelques-unes. En 2013, on en avait prévu 4, on les a faites. Mais c'est lié à un problème de trésorerie qui remonte à loin, vous le verrez tout à l'heure. Et notamment, je l'ai dit la semaine dernière, qui remonte au fait que quand nous avons construit, et notamment la dernière résidence en 2011 ou 2012, la résidence à Licetti, nous avons injecté dans cette construction plus de 1 100 000 € de nos fonds propres. Là, je parle en tant que président de la CEMI, pour ça que je dis non, de nos fonds propres. Et bien évidemment, ces fonds propres manquent aujourd'hui. Et comme nous sommes confrontés, et vous le savez mieux que quiconque, au problème de la réhabilitation de notre patrimoine, nous avons besoin de trésorerie. Et dans le même temps, et j'ajouterai dans le même temps, une augmentation importante des impôts fonciers. Je vais vous donner tous les chiffres tout à l'heure, vous allez voir, une augmentation spectaculaire qui est liée au fait que de nombreux immeubles
qui étaient exonérés de taxes foncières sont devenus assujettis. C'est un ensemble et tous ces éléments conjugués qui font que, si on veut honorer les engagements financiers de la CEMI, le remboursement des emprunts qui sont importants, on a besoin de trésorerie. Mais au niveau des résultats, on a des résultats positifs, mais ces résultats sont insuffisants. Au lieu de faire 159 000 euros de bénéfices, il aurait fallu qu'on fasse 400 ou 500 000 euros de bénéfices. Voilà, Monsieur Montoya. Oui, Monsieur le maire et mes chers collègues, on va recapitaliser, mais puisque vous venez de soulever les questions d'ailleurs que l'on se pose, est-ce qu'il n'y a pas un problème de stratégie interne à la CEMI? Est-ce que sur les choix, par exemple, de développer des constructions plutôt que d'améliorer l'existant, de transformer, d'adapter l'existant à la demande, l'évolution et pourquoi y a-t-il un taux de vacances? Monsieur Montoya, s'il vous plaît, je souhaite qu'on parle de ça après. Là, on parle sur l'augmentation de capital. Ensuite, on aura le débat sur la CEMI. Oui, s'il vous plaît, ce sera préférable. Là, s'il y a des questions sur l'augmentation de capital, on y répond. On va voter. Ensuite, on clôturera ce conseil municipal réuni en urgence et on ouvrira celui qui était prévu avec le débat sur ce qu'a demandé le Front de gauche et ensuite sur la CEMI. Monsieur Lagonel. Oui, donc par rapport au sujet d'augmentation de capital, bien sûr, notre position n'est pas modifiée quant au fond, ce qui nous avait amené à nous abstenir lors du dernier conseil municipal. Donc ce n'est pas les règles d'augmentation de capital qui changent notre positionnement et nous nous abstiendrons également sur ce point. Pas de problème. Donc j'ai noté que l'ensemble de l'opposition s'abstient. Y a-t-il d'autres questions sur l'augmentation de capital? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'approuver la délibération que je vous ai lue tout à l'heure. Ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. Merci. Dans l'opposition s'abstient. Monsieur Pourchier, ça va pas là? Il faut atterrir. Donc l'opposition s'abstient. Y a-t-il des votes contre? Ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main avec les pouvoirs. Voilà. Proposition adoptée. Plus rien n'étant à l'ordre du jour de ce Conseil réuni en urgence, je le déclare clos. Merci beaucoup. Madame Mendes, est-ce que je déclare la séance ouverte du Conseil municipal donc, qui avait été convoqué pour ce jour, avec pour ordre du jour donc examen des vœux proposés par le Front de gauche et ensuite débat sur la CEMI. Madame Mendes, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire. Voulez-vous procéder à l'appel? Monsieur Trémège. Présent. Monsieur Brunet. Présent. Madame Doubrère. Monsieur Craspaille. M'a donné pouvoir. Madame Argounès. Monsieur Touya. Madame Roulet. Monsieur Calatayud. Madame Cassagne-Rodriguez. Monsieur Piron. Monsieur Piron a donné pouvoir à Monsieur Brunet. Mireille Mendes présente. Monsieur Forger. Madame Campagnol. Monsieur Logini. Madame Suzac. Monsieur Malfait. Madame Candebatréquet. Monsieur Pourchier. Madame Crancé. Monsieur Escobedo. Monsieur Calvo. Monsieur Larrazabal. Monsieur Ducrot. Monsieur Ducrot a donné pouvoir à Monsieur Pourchier. Monsieur Texera. Madame Huin. Madame Perret. J'entends rien. Madame Gassan. Je pourrais avoir la délib, s'il vous plaît, précédente? Madame Poy-Girardot. Monsieur Cojol. A donné pouvoir à Madame Cassagne-Rodriguez. Madame Tonon. Madame Amri. J'en garde une. Monsieur Giral. Monsieur Giral a donné pouvoir à Madame Doubrère. Madame Arex. Madame Brunet. A donné pouvoir à Monsieur Touya. Monsieur Palmade. Madame Elipe. A donné pouvoir à Monsieur Dubouix. Madame Fambaran. Monsieur Dubouix.
Monsieur Montoya, Madame Vieux, Excusez. Monsieur Lagonel, Madame Ancien, Monsieur Montama. Merci, Madame Mendes. Je vais donc demander, mais je vais rappeler le vœu, bien qu'il ait été distribué à chacun d'entre vous. Je vais le relire et je demanderai ensuite à ceux qui ont émis ce vœu de bien vouloir s'exprimer et ouvrir le débat, en espérant que débat il y aura. Donc, vœu du groupe Front de Gauche. Nous saisissons l'actualité du report au Sénat, mais été adressé il y a quelque temps, de l'examen du projet de loi sur la nouvelle délimitation des régions pour émettre le vœu que lors du conseil municipal de rentrée, nous puissions avoir un débat ouvert et public sur la réforme des collectivités. Pourquoi ? Parce que si nous sommes convaincus que la crise politique et démocratique qui s'est exprimée fortement lors des 2 derniers scrutins électoraux appelle à une transformation profonde des institutions de la République, la réforme aujourd'hui proposée tourne le dos à cette urgence de fond pour ne traiter que les aspects les plus politiciens et électoralistes, avec le risque d'accentuer encore le fossé qui ne cesse de se creuser entre la population et ses représentants. De plus, cette réforme participe directement des 50 milliards de réduction des dépenses publiques finançant le pacte de responsabilité. Cette amputation du périmètre public aura un impact récessif sur la croissance de 0,7% en moyenne entre 2015 et 2017 et mènera à la suppression de 250 000 emplois à l'horizon 2017 contre les 190 000 attendus via le pacte. Nous pouvons avoir et exprimer au sein de cette Assemblée des points de vue différents sur la décentralisation, l'équilibre des pouvoirs et le devenir de notre nation au sein de l'Europe. Il n'empêche qu'il est des questions que nous avons abordées ensemble pour l'intérêt général de Tarbes et de son agglomération. Peut-être c'est que nous devons aborder ensemble, mais bon. Parmi lesquels le gel des dotations d'État aux collectivités, avec les conséquences que cela induira pour l'investissement et l'emploi local, la délimitation des compétences et des missions assurées par la ville dans le cadre des regroupements et transferts proposés, le devenir des services publics locaux et de leur personnel, le développement économique, social, industriel et écologique de notre bassin de vie dans le cadre de la mise en place de la métropole toulousaine et la mise en place d'une nouvelle région. C'est pourquoi nous demandons la tenue d'un débat public et ouvert sur le sujet à la rentrée. C'est donc chose faite et vous avez la parole. Qui la demande ? Qui ? Monsieur Montoya. La réforme territoriale actuellement proposée n'est en fait que la suite de celle proposée par le gouvernement précédent. Elle se veut certes plus light et prétend reprendre en compte les remarques des élus locaux. En fait, la même réforme avec quelques éléments de pure forme, au fond, elle est bien d'inspiration néolibérale et va à l'encontre des intérêts des collectivités. Ses défenseurs utilisent d'ailleurs les mêmes mots pour justifier millefeuille administratif, décongestion, etc. D'ailleurs, les mêmes qui ont construit le millefeuille et qui ont congestionné. Ce n'est pas une loi de décentralisation comme le prétendent ses défenseurs, mais bien une loi antirépublicaine d'effacement de l'État. Moins d'État pour moins d'égalité et plus de mise en concurrence des territoires. C'est la disparition à l'horizon 2020 des départements et au-delà des communes, au profit de mégapoles, dont les régions qui les entourent deviendront le fourrage de leurs appétits. Avec des entités d'au moins 20 000 habitants qui se substitueraient aux communes, elles aussi appelées à disparaître, et avec la proximité due à nos concitoyens. Ce n'est déjà plus la République, fondée sur la commune et le département, mais un montage au service d'un capitalisme prédateur. Cette réforme faite en son temps sous la contrainte par des régimes de triste mémoire chez nos voisins, quelques-uns de nos voisins européens. C'est le plus lourd transfert de charges de toute notre histoire de l'État vers les collectivités, au moment même où les dotations vers ces mêmes collectivités baissent d'une manière drastique.
Alors que les investissements publics représentent 70% des investissements en France, les collectivités disposent et disposeront de moins en moins de moyens, avec des capacités d'emprunt de plus en plus faibles, compte tenu des obligations par ailleurs dont elles auront la charge, transférées par l'État. Le recours à l'impôt, aux taxes, des impératifs afin de détruire ou d'abandonner les services publics, de les concéder. De nombreuses collectivités devront brader, y compris une partie de leur patrimoine, trop lourd à supporter financièrement. C'est aussi la fin de l'école républicaine, soumise à la fortune ou à l'infortune régionale. La fin des programmes programmés pour plus de souplesse marchande. C'est en fait l'inégalité moteur de la concurrence. Pour que, paraît-il, certains soient dans l'excellence. L'État n'est plus le garant de l'égalité des territoires, il les livre à la concurrence et au marché. Ce n'est pas la présence des préfets ou des représentants de l'État qui modifieront quoi que ce soit. Les 270 000 agents des départements, régionalisés et moins de moyens pour les collectivités à maintenir des services fournis par ces mêmes agents territoriaux. L'enseignement, la santé, la proximité, la démocratie locale en prennent un coup comme jamais dans l'histoire de la République. C'est également plus d'impôts et de taxes locales, celles qui figurent parmi les plus injustes car indépendantes pour l'essentiel du revenu. Cette réforme qu'il convient d'appeler contre-réforme, c'est du hors-sol et du hors-territoire réel, avec un découpage parfois contre nature, en totale rupture avec le processus historique et social. C'est bien la réforme des marchands contre l'intérêt du plus grand nombre. Transfert de compétences, ce terme est joliment dit quand il s'agit de transfert de dépenses. La baisse de la dépense publique de l'État se soldera par la hausse des dépenses locales et par des contraintes locales. Pourquoi d'ailleurs charcuter les départements pour simplifier, alors qu'il ait été plus simple de rétablir, par exemple, la proportionnelle et d'en fixer le nombre d'élus? Ainsi, on serait allé vers une formule bien plus démocratique et beaucoup plus ouverte. Pour ces raisons et pour ces critiques que nous formulons à l'égard de ce qu'il convient d'être nommé comme une contre-réforme, qui va à contresens du territoire républicain, nous proposons au conseil municipal de Tarbes de se prononcer publiquement contre la réforme proposée, bien que sur des approches différentes, certes, mais quel élu local ne peut pas se préoccuper de la situation à venir, de savoir qu'il disposera de moins de moyens, qu'il devra faire peut-être appel à l'impôt? Combien d'élus locaux, effectivement, ne peuvent pas être sensibles au fait que la proximité s'éloigne? Donc, compte tenu de nos sensibilités différentes, je crois qu'il y a un partage d'un certain nombre de principes républicains et que nous, c'est à partir de ces principes républicains que nous nous opposons à la réforme territoriale en cours. C'est tout? Voilà. C'est tout pour engager le débat? Enfin, bon, écoutez, moi, d'abord, je présume que... Je présume, cher Monsieur Montoya, que ce que vous venez de dire a été rédigé il y a quelque temps, parce que depuis, il y a des choses qui ont changé. Et notamment le fait qu'il semblerait que les départements ne disparaissent pas, en tout cas les départements ruraux, comme le nôtre, ne disparaissent pas en 2020, grâce à M. Baillet. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que dans son département, ils ont su leur savoir gré, puisqu'il n'a pas été réélu sénateur hier. Pour une fois, je trouvais qu'un élu avait quand même fait quelque chose d'important dans les négociations avec le gouvernement, en préservant l'identité et en préservant les conseils généraux dans nos départements. Bon,
Ceci étant, je ne veux pas faire de commentaires sur la façon dont on peut être gratifié ici ou là des actions que l'on peut mener au service de l'intérêt général. Cela doit nous ramener à l'humilité, à la modestie de l'exercice du mandat électif. Il y a un point majeur dans votre intervention. J'ai pris acte, comme tout le monde, de vos remarques et commentaires. On sera très intéressé par les réponses qui seront données par les représentants du groupe socialiste qui sont ici et qui, normalement, défendent la politique du gouvernement. N'empêche que moi, il y a un point important sur lequel je vous rejoins tout à fait et qui nous concerne les communes. C'est la baisse des dotations aux collectivités locales, la ponction de 11 milliards d'euros qui contribue, vous le noterez, pour plus de 20% à la diminution des 50 milliards de dépenses. D'ailleurs, il serait intéressant, parce que dans les 50 milliards de réduction de dépenses, on en connaît 11 milliards, c'est sur les collectivités locales. Par contre, on connaît pas beaucoup d'autres dépenses de la part de l'État, mais on connaît des ponctions de la part de l'État qui sont opérées sur des structures périphériques, les chambres consulaires, combien 3 millions 2,8 millions. 2,8 millions, j'allais dire 3 millions. Les chambres consulaires, le 1% logement, où la ponction a été sévère, et elle va l'être de nouveau. Les agences de bassin de l'eau, sur lesquelles il y a eu une ponction de 210 millions d'euros en 2014, 175 millions d'euros prévus en 2015. Il y a le CNC, enfin tout un tas de ponctions qui font que aujourd'hui, comme on ne peut plus augmenter les impôts, parce que là on en est ras-le-bol, hein, le Premier ministre d'ailleurs dit que c'était le haut le cœur, et là je suis tout à fait d'accord. Eh bien, on essaie de ponctionner ici ou là, de grappiller partout, sur tous les budgets périphériques. C'est la sanction à la bonne gestion de tous ces organismes au fil des ans. C'est la sanction à la bonne gestion. Les agences de l'eau, les CCI, etc. Je trouve que c'est injuste. Mais bon, la situation est effectivement préoccupante et difficile. Et donc, il faut qu'on accepte même l'injustice dans des conditions exceptionnelles. N'empêche que le prélèvement sur les collectivités locales va complètement en contre-courant. Nous sommes dans un contexte où le chômage continue à augmenter. La croissance ne repart pas. Les collectivités locales qui sont les principaux moteurs du développement économique sur leur territoire. Vous avez dit 70% de l'investissement sur les territoires, c'est 73% exactement, émane de l'investissement des collectivités territoriales. Au moment où on a besoin justement d'investir pour donner du travail aux entreprises, pour que les entreprises puissent garder leurs emplois et ne pas licencier, eh bien on fait l'inverse. Pour nous, M. Montoya, pour la ville de Tarbes, c'est une ponction sur 4 ans de 3 316 000 € sur les dotations. 3 316 000 €. Je vais prendre la seule année 2015, c'est 1 million d'euros, j'arrondis. 1 million d'euros de ponction. Pour nous, 1 million d'euros, c'est 10 millions d'investissements. Avec 1 million, M. Agonel ne me démentira pas, on rembourse un emprunt de 10 millions qui nous permet d'investir. C'est la construction du centre de congrès. C'est d'autres investissements structurants sur notre territoire et qui donneraient du travail à nos entreprises. Eh bien, à cause de cela, nous allons devoir réduire nos investissements, et on n'est pas les seuls. Donc, donner moins de travail aux entreprises locales, et on le voit, les licenciements ont commencé. Et si par contre on veut maintenir un niveau d'investissement quand même important, si on veut arbitrer, c'est ce qu'on fera. On va essayer d'arbitrer entre cette contrainte énorme et les nécessités de modernisation et de dynamisation de nos territoires. Si on veut arbitrer, on sera obligé
en contrepartie, vous l'avez dit vous-même, M. Montoya, éventuellement de vendre des éléments patrimoniaux de la collectivité. On sera obligé de réduire nos dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire que, et on a déjà commencé à le faire, on ne remplacera pas tous nos collaborateurs qui partiront en retraite. Chaque fois qu'on pourra, on essaiera de réduire les dépenses. C'est une nécessité absolue si on veut préserver l'investissement. Ou alors, il faudra augmenter les impôts si on veut maintenir un niveau d'investissement pour pouvoir avoir en recette la contrepartie de ce que l'État nous prend. Ceci étant, pour votre information, si nous devions augmenter le taux de la fiscalité communale uniquement pour compenser les 1 million d'euros qu'on va nous sucrer l'année prochaine, il faudrait augmenter les taux de 3 points, plus de 3 points, 3,5. J'imagine ce que va dire M. Lagonel si je fais ça. Lui qui a promis que la fiscalité communale n'augmenterait pas pendant toute la durée de la mandature. J'aimerais bien. Attends, laissez-moi continuer. Si on veut maintenir l'investissement et la capacité d'autofinancement de cet investissement, on risque d'être obligé d'augmenter les impôts. Ou alors, enfin, dernière solution, on repart vers la trajectoire de l'endettement. C'est-à-dire fini la trajectoire du désendettement que nous connaissons depuis 2001, même si au cours des dernières années, la diminution elle n'a pas été aussi importante qu'on le souhaitait, mais en tout cas, elle a été préservée tout le temps. Alors, il se peut que demain, on dise les investissements sont plus importants, on va s'endetter de nouveau et anéantir les efforts de 13 ans de désendettement. On a désendetté, je rappelle, il y avait 92 millions d'euros de dettes, on est à 67 maintenant. Alors, donc voilà les difficultés qui seront les nôtres. Donc, à cet égard, je ne peux qu'approuver vos propos. Ça va complètement à contre-courant. On est en train de se tirer une balle dans le pied en réduisant l'investissement des collectivités locales. Ensuite, on pénalise des structures qui, elles, présentent des budgets à l'équilibre. Nous n'avons jamais présenté de budget en déficit. C'est illégal. On ne pourrait pas. L'État ne se prive pas, la sécurité sociale ne se prive pas. On voit qu'on va vers une trajectoire de 14 milliards de déficit de la sécurité sociale en 2015. On est à 11,7, 11,8 en 2014. Ça ne paraît pas beaucoup comme ça quand on dit 11, 12 milliards. Mais moi, je me souviens, il y a quelques années, quand on était à 20 milliards de francs de déficit de la sécurité sociale, on disait, mais c'est épouvantable, on ne pourra pas tenir longtemps comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus à 20 milliards de francs, on est à plus de 70 milliards de francs, si on veut comparer. Donc voilà la réalité qui est la nôtre. Alors, la situation, tout le monde la connaît, puisque je dis, l'État, lui, il peut présenter des budgets en déficit. Je me souviens, on a critiqué le précédent gouvernement à cause de l'augmentation de la dette publique. C'est vrai qu'elle a été significative. C'est vrai. Je vais vous dire de combien elle a augmenté. Elle a augmenté de 20 points. De 20 points par rapport au PIB, c'est-à-dire de près de 400 milliards, 500 milliards. De 20 points. Elle était en 2007 de 63% du PIB, elle était en 2011 de 84, c'est-à-dire 21 points exactement d'augmentation, sur 5 ans. Avec quand même, et moi je me souviens, ça a été un choix crucial en 2009, quand en 2009, la dette est passée de 67% du PIB à 78%, 11 points de plus en 2009, c'est-à-dire l'année qui a suivi la crise. Mais en 2009, grâce à cela, on a maintenu l'activité dans notre pays et on a maintenu le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat n'a jamais diminué depuis 2007, même en 2009. En 2009, il était de 1,2% en augmentation.
Alors, il a fallu alimenter et nourrir effectivement l'exigence d'activité. Il a fallu financer le système bancaire français. Il a fallu faire face à toute cette situation. Alors, effectivement, j'ai dit en 5 ans, on a augmenté de 20 points. Et là, de 2012 à 2014, on a déjà augmenté de 14 points. Et moi, je ne critique pas. Je ne critique pas, c'est normal. Quand on a un déficit social que j'ai évoqué dans un instant, un déficit de l'État qui va être encore de près de 4% cette année, alors qu'on devait être à 3% fin 2013. Passons, je ne critique pas. Il y a une situation qui s'impose à tout le monde. Mais il fallait reconnaître qu'elle s'imposait aussi avant, peu importe. Ce que je constate, c'est que les remarques que j'ai faites ne sont pas les seules à les faire. Je vais vous lire quelques commentaires qui ont été faits par le vice-président délégué du SICOVAL, donc communauté urbaine de Toulouse. Jean-Luc Moudin qui dit « C'est une véritable saignée que cette diminution des dotations aux collectivités locales. » Et il dit, pour ce qui concerne la ville de Toulouse, c'est 510 millions de baisse de dotation de 2014 à 2020. 510 millions. Et il dit, comme nous, il faudra revoir les projets annoncés, nécessité d'annuler certains projets, sélectionner, prioriser, définir le nouveau calendrier des investissements, conséquences sur les budgets de fonctionnement, avec la mairie ne remplacera pas la totalité des départs à la retraite, changer de modèle économique, un modèle de partenariat public-privé à essayer d'instaurer sur certaines structures. Toulouse peut le faire. Il y a des privés qui peuvent être intéressés pour aller investir sur des structures importantes à Toulouse, comme par exemple le nouveau parc des expositions. Je ne suis pas convaincu, et on l'a vu, qu'à Tarbes, quand je vais dire j'ouvre au privé, dans le cadre d'un partenariat mairie-privé, la poursuite de la rénovation du parc des expositions et la construction du centre de congrès, je ne suis pas sûr que ça se bouscule au portillon, parce que quand on a lancé la DSP, il y a 3 partenaires, il y a 3 sociétés qui se sont manifestées, et sur les 3, il n'en restait plus qu'une, et c'était la CCI. Les autres se sont désistés en cours de route. C'était GL Events et Blue... Vermarine, voilà, je dis Blue, c'est Vermarine. Blue Marine, c'est autre chose, pardonnez-moi. Donc, voyez que nous ne sommes pas les seuls dans ces difficultés. Et il est dit, donc, il faudra élaborer un plan d'économie, il faudra changer notre politique sans trahir nos valeurs, bien évidemment. Donc, nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, ce qui n'est pas fait pour nous rassurer, mais en tout cas, qui démontre que notre discours n'est pas, comment dire, animé par des considérations qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de notre territoire et de nos collectivités. Voilà, vous avez également évoqué, M. Montoya, vous avez parlé de la proportionnelle. Je vous rejoins aussi sur ce sujet. Vous voyez qu'il y a des sujets sur lesquels nous pouvons nous retrouver. Voilà pour ce qui me concerne. Qui intervient? Madame Femme, bon courage. Oui, monsieur le maire. Bon, vous avez parlé de difficultés, effectivement. Vous venez de dire ces déficits, ça ne paraît pas beaucoup. Si, effectivement, ça paraît beaucoup. Mais rappelons-nous dans quel état était la France. Qu'a dit M. Fillon, que vous avez reçu, que vous connaissez bien? Qu'a dit M. Fillon de l'état de la France? Ce n'était pas un état catastrophique, ce n'était pas un état de faillite. Donc moi, je vais repartir un petit peu de cette nécessité de réforme territoriale. La décentralisation pour les collectivités territoriales, elle est en marche depuis 32 ans, vous le savez aussi bien que moi. Depuis 1982 avec Gaston Defferre et ensuite 2003, 2004 et 2010, on a eu un certain nombre d'étapes qui ont prolongé ce démarrage de la décentralisation. C'est vrai que c'est une marche qui s'est effectuée lentement, mais elle a contribué au développement et à la modernisation de notre pays, ainsi qu'à sa vie démocratique, quoi que certains en pensent. Cette organisation territoriale n'a cessé de se complexifier.
Vous avez parlé de millefeuille territorial, oui, de chevauchement de compétences, oui, de manque de lisibilité. Ça aussi, ils sont bien identifiés depuis un certain nombre d'années. Je reprendrai le comité pour la réforme des collectivités locales qui résume le problème. La décentralisation ne s'est pas accompagnée d'un effort de rationalisation des structures, des compétences qu'elles exercent et des financements qui s'y attachent. Il en résulte une perte d'efficacité pour l'action publique, pour les usagers des services publics, un coût élevé pour le contribuable et un manque de transparence pour les lecteurs. Alors oui, il y avait des choses à faire. Et je dirais que courageusement, en juin 2014, le gouvernement a mis en place une réforme territoriale en redéfinissant des structures territoriales, à savoir la réduction des régions, on passe de 22 à 14, la rationalisation de la carte communale autour des EPCI, d'une importance minimale, les EPCI d'une importance minimale, comme l'a dit M. Montoya, de 20 000 habitants. Alors là aussi, ça peut se discuter. Et la suppression de certains conseils généraux en 2020. Alors je dis bien de certains, puisqu'on l'a vu récemment, eh bien, non seulement M. Baillet, mais aussi un certain nombre d'autres députés, d'autres élus avaient demandé à ce que les territoires ruraux et les territoires de montagne eh bien, bénéficient de mesures différentes. Il fallait donc un vrai projet de cohérence territoriale, une recomposition des structures locales et surtout clarifier, simplifier, sans pour autant oublier le service de proximité. Ce gouvernement a le courage de le faire, ça fait grincer des dents, mais la réforme n'est pas figée, elle peut s'amender, la preuve, elle a déjà commencé à être amendée. Les régions, c'est le dispositif phare de la réforme territoriale. Le redécoupage de la carte des régions, c'est un élément important, comme les métropoles, j'en reparlerai. C'est un débat public récurrent quant à leur taille, leur nombre, leurs moyens. L'existence des métropoles va orienter inévitablement les contours des futures régions et par voie de conséquence le département, l'agglomération effectivement, et enfin la commune. Ces régions doivent être de taille suffisante et de densité de population. Mais surtout, c'est en termes de poids économique. Il faut, afin de soutenir la compétitivité face à nos homologues européens. Les compétences des régions sont revisitées et étendues pour avoir des capacités à mettre en œuvre les stratégies cohérentes d'aménagement et de développement économique de leur territoire. Elles vont être les vrais chefs de file, donc tout ne disparaît pas. On va avoir des régions, on va avoir des métropoles, on va avoir des communautés d'agglos et on va voir l'organisation puisqu'on n'a pas encore à ce jour tous les éléments. Donc les régions vont s'organiser pour exercer des compétences de proximité au plus près du citoyen, soit directement, soit en déléguant, comme elles le font déjà, aux intercommunalités. Ces futures intercommunalités ont en effet une vocation à assurer la proximité. Actuellement, certaines sont de trop faible taille pour porter des projets. En tout cas, elles sont souvent disparates. Elles changeront d'échelle pour atteindre 20 000 habitants, contre 5 000 à peu près aujourd'hui, avec des adaptations prévues pour des zones de montagne et pour des territoires peu peuplés. C'est l'intercommunalité qui va s'affirmer comme la structure de proximité. Alors vous allez me dire, qu'adviendra-t-il des conseils généraux? Bien, il y a 3 schémas pour les conseils généraux. Certains départements vont être appelés à disparaître, oui, mais pas tous. Déjà en milieu urbain, parfois, on a certaines difficultés à différencier l'action municipale et l'action du conseiller général. Je prends pour exemple un nombre restreint de départements aussi qui sont dotés de métropoles. La fusion avec le conseil général et le territoire métropolitain est logique, c'est le cas du modèle de Lyon. Dans des départements dotés d'intercommunalité, des compétences du département vont être transférées à une fédération d'intercommunalité. Et dans d'autres, où les communautés de communes n'ont pas la masse critique, dans ces cas-là, le conseil général va perdurer. Donc ça ne sera pas le cas pour certains départements ruraux, c'est le cas pour celui des Hautes-Pyrénées, et il n'y a pas lieu de s'alarmer, même si la vigilance, elle reste de mise. Les finances locales
Ben oui, les finances locales, la nécessité de s'attaquer à la dette publique, et notamment à la dette locale, est un critère associé à l'esprit de la réforme. C'est par les mutualisations et par les économies d'échelle que l'on va faire un certain nombre d'économies. Au niveau des régions, on transférera avec les futures compétences des budgets, ça sera l'équivalent de 14 milliards d'euros. Et elles continueront les chantiers, parce que les chantiers, on les a besoin. Ce n'est pas parce que c'est la région qui les fait que les chantiers ne seront plus mis en place. Les services publics, ben, l'État verra ses responsabilités régaliennes et opérationnelles confortées vis-à-vis des usagers pour continuer à veiller à la cohésion sociale et territoriale. Il offrira à la population un accès rapide à tous les services publics par des points de contact de proximité qu'il va créer dans les zones rurales, les maisons de services publics, des maisons de l'État en infradépartemental. Et on va assurer et garantir la présence territoriale de l'État. Le système social, quant à lui, va être maintenu, voire consolidé. Par contre, on verra qui en sera l'exécutif. La gestion, elle va être faite par une assemblée nouvelle, composée d'élus de proximité, élus au suffrage universel, des représentants des intercommunalités, des représentants des conseillers départementaux ruraux. Le conseiller départemental aura un statut assimilé, départemental et régional. Quant au personnel, il peut être rassuré. Il n'y aura pas de suppression, comme on l'entend dire. Pourquoi? Jusqu'à présent, comment ça se passe? Quand les personnels éducation nationale sont passés à la région, est-ce que pour autant, les personnels maintenant veulent revenir à l'éducation nationale? Un certain nombre, moi j'en connais un certain nombre, ils sont très contents d'être région. Leurs droits ont été garantis et leur cadre statutaire leur convient tout à fait. Donc je dirais qu'il faut avoir confiance aussi pour l'avenir. On aspire à tout clarifier, à redéfinir les compétences de chaque collectivité. La suppression de la compétence générale aura cet avantage. Le gouvernement imprime sa volonté réformatrice. Il veut que l'organisation territoriale de la France, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités, retrouve plus de clarté et d'efficacité. Elle s'inscrit dans une volonté de moderniser notre pays, de le rendre plus fort au niveau de la compétitivité économique. Le gouvernement a déjà amendé un certain nombre de mesures suite aux interrogations de certains élus. Il les a entendues, il l'a pris en compte. Ayons confiance dans les prochains débats parlementaires concernant les compétences, la gouvernance et les moyens pour donner aux régions le poids économique nécessaire afin de réussir cette réforme entamée il y a déjà 32 ans. Je suis un peu déçu, je ne vous cache pas. Je reste sur ma faim. Je pensais que vous répondriez aux interpellations de M. Montoya. Vous vous êtes contenté de lire à l'autre association. Et ils nous disent, désolé, mais on les a plus, on les a dépensés. Loin de réalité. Je n'ai pas entendu parler de l'augmentation du chômage. Je n'ai pas entendu parler de la baisse du pouvoir d'achat. Selon vous, tout va bien. Il suffit de faire tout ce que vous venez d'évoquer, puis on va rendre la compétitivité aux entreprises. Je crois qu'il faut aller voir sur le terrain la réalité. Elle est malheureusement bien plus préoccupante. Donc, moi, je respecte vos idéologies et vos idéaux. Je les respecte, mais je vous recommande d'aller voir comment ça se passe sur le terrain. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait aussi simple. Moi, je suis également surpris et déçu de voir que vous n'avez en aucun cas évoqué le problème des Hautes-Pyrénées. Qu'allons-nous devenir, nous? Vous n'avez pas écouté, si? Non. Si. Non. Si. Qu'allons-nous devenir dans le nouveau périmètre des régions? Est-ce qu'on reste en Midi-Pyrénées et on va être en Languedoc-Roussillon, ou est-ce qu'on regarde vers l'Aquitaine? Et je n'ai pas entendu votre sentiment là-dessus, non? Je n'ai pas entendu. Je suis désolé. Je n'ai pas entendu. On voit aujourd'hui que l'intérêt des Palois et des Tarbais, enfin l'agglomération paloise, l'agglomération tarbaise, leur intérêt, c'est d'essayer de construire un avenir commun
D'autant plus que quand on regarde le bassin palois, le bassin tarbais, ça peut représenter 500 ou 600 000 habitants. Si on n'est pas capable de réfléchir et de construire un avenir commun, comme essaient de le faire les deux chambres de commerce de Pau et des Hautes-Pyrénées, je crains que nous continuions à être écartelés par l'attractivité de la métropole toulousaine, la métropole bordelaise et du Pays basque, et qu'au milieu, la désertification s'installe et se développe. Je regrette que vous n'ayez pas donné votre sentiment à cet égard, parce que... pardon, je n'ai pas entendu si vous l'avez dit. Nous, on a lancé une idée en disant, mais est-ce que les Hauts-Pyrénéens ne pourraient pas donner leur avis sur ce sujet ? Si les Hauts-Pyrénéens ne peuvent pas donner leur avis d'une façon ou d'une autre, par Internet, par une enquête diligentée par la presse ou par un référendum, ce serait bien qu'au moins les élus donnent leur avis. Nous, on l'a donné. Nous, on a envie que les Hauts-Pyrénéens soient consultés pour savoir si on n'a pas intérêt à rejoindre la région Aquitaine plutôt que de s'allier avec Languedoc-Roussillon. Pour moi, l'idéal, c'était une grande région. Aquitaine, Midi-Pyrénées et peut-être Languedoc-Roussillon. Ça ressemblait en grande partie à l'Occitanie du Moyen-Âge. Oui, là, ça avait une gueule terrible et face aux grosses régions européennes, comme vous le disiez, mais là, on était capable de rivaliser. Bon, donc, la réflexion est ouverte. Mais je ne cherche pas à polémiquer. Hein. Vous avez présenté vos arguments en toute honnêteté. Je l'admets, mais bon, comme je l'imagine, M. Montoya ne vous a pas convaincu, vous ne nous avez pas non plus convaincus. M. Montoya. Je pourrais répondre, oui, monsieur le maire, si vous voulez, la question qui est posée au département des Hautes-Pyrénées, il est posé pas qu'aux Hautes-Pyrénées, il est posé à des régions entières, la Picardie, Champagne-Ardenne, l'Alsace. Il y a, dans ce découpage, on ne tient pas compte des éléments géographiques, historiques, sociaux, culturels qui existaient, qui ont forgé des régions. C'est vrai, la proximité entre les 3 B, qu'on disait, Pays basque, Béarn, Bigorre, c'est une réalité historique, et je dirais même culturelle. Mais enfin, je pensais que les propos qui auraient été rapportés pour défendre la position du gouvernement auraient dissipé quelques craintes que je pouvais avoir. Elles ne les ont pas dissipées, même ça a eu pour effet de les accroître. Je disais, les départements vont disparaître. C'est une généralité. On m'a précisé, pas tous, certes, mais des départements vont disparaître. Et ce qui fait le maillage départemental va donc disparaître au profit d'autres structures. Et par exemple pour les Hautes-Pyrénées, pas simplement pour les Hautes-Pyrénées, mais il y a un problème de mission sociale qui est historique pour le Conseil général, ce qui faisait partie des obligations républicaines du Conseil général, qu'est l'aide sociale. Progressivement, ça va glisser, ce sont les ARS qui vont en disposer. Voilà. Ça, c'est quelque chose de concret. Alors, tout ça nous explique pour rembourser une dette. D'ailleurs, il y en a qui s'y attellent au remboursement de la dette. La Grèce s'y attelle, elle ne la rembourse pas et c'est devenu une catastrophe. Mais la dette n'est pas pour autant remboursée. L'Espagne a mis en place des politiques de rigueur, d'austérité extraordinaires, sauf que la décentralisation qui est proposée, elle est déjà faite. C'est un général qui l'avait faite. Eh bien, l'Espagne, M. Rajoy, arrive au pouvoir avec une dette de 75% du PIB. Actuellement, elle est de 95% du PIB, enseignant le peuple, en baissant les salaires, en baissant les pensions. Ça veut dire que ce n'est pas la crise pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui rembourse la dette. C'est le travail qui rembourse la dette. Pendant ce temps, eh bien, on nous dit que c'est la crise. Mais non, pas pour tout le monde. Il y en a qui s'enrichissent de manière éhontée, scandaleuse. Alors qu'on demande aux Français de faire des efforts, certains s'abstiennent de ces efforts.
Donc, les rapports qu'il y a actuellement, et la réforme territoriale d'ailleurs, elle est assez symptomatique d'une époque où effectivement on met à bas les éléments essentiels du tissu social et du tissu économique. On met à bas cela. Il y a des choses très simples. Les grandes conquêtes de l'histoire, c'est ce qui a fait l'histoire. Et on est en train maintenant de demander, on ne peut plus se soigner. C'est difficile, de plus en plus difficile de se soigner. Il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner. Et on sait qu'en prenant un certain nombre de mesures d'économie, des gens ne pourront pas se soigner. Ça veut dire qu'on les a déjà condamnés. Ce processus-là, moi, il m'inquiète au plus haut point. Il m'inquiète d'autant plus qu'on a l'impression que tout doit être marchand, tout s'achète et tout se vend. C'est pour ça, monsieur le maire, que je vous disais tout à l'heure, à partir des principes républicains. Vous avez parlé de valeurs. Moi, je n'ai pas de valeur, je n'ai aucune valeur. Je suis républicain, j'ai des principes. Les valeurs, c'est comme en bourse. Ça monte et ça descend, ça s'achète et ça se vend. Ah, ben monsieur Palmade, alors. Merci. Vous nous reprochez, monsieur le maire, de ne pas répondre aux interpellations de Pierre Montoya. Mais Pierre Montoya nous propose, je l'ai bien écouté, de voter contre la réforme territoriale. Sauf que Pierre Montoya, c'est bien, hein, c'est pas un perdreau de l'année, si je peux me permettre de dire ça à un ami, c'est bien qu'ici, nous ne votons pas la loi. La loi, elle est votée au Parlement. Ici, nous sommes en train de discuter sur un vœu déposé par le Front de gauche. Et je souhaite dire dans la foulée que par rapport à la date où ce vœu a été déposé, il y a déjà eu des évolutions. Vous l'avez noté vous-même dans votre propos. La réforme telle qu'elle existait en juin n'est plus la même aujourd'hui, et demain, elle ne sera encore plus la même parce qu'il y aura le débat parlementaire qui sera passé par là. Alors moi, je souhaite que l'on rende à César ce qui est à César et au Parlement ce que sont ses prérogatives. Ça ne nous empêche pas d'avoir une discussion sur le sujet, mais de là à répondre. Vous nous reprochez également de ne pas avoir dit un mot sur la situation de ce département-ci. Michel Pham s'est exprimé sur la situation de ce département des Hautes-Pyrénées. Alors, ce que nous n'avons pas évoqué, parce que bien sûr on ne peut pas traiter tous les problèmes, c'est la place de ce département dans les futures constructions qui vont se mettre en place. Alors vous évoquez, vous, une métropole du Piémont pyrénéen avec les 500 ou 600 000 habitants, sauf que c'est une belle utopie, si je peux me permettre, c'est une belle utopie dans un contexte où on ne... Je n'ai pas parlé de métropole. Hein. Si, vous avez évoqué... Je n'ai pas cité le... Vous avez je n'ai pas cité le mot métropole, non, absolument pas. J'ai dit un bassin de population de 500-600 000 habitants. Je n'ai pas utilisé le terme métropole à dessein. Vous avez évoqué le rapprochement. Le rapprochement Pau, Tarbes, Béarn, Bigorre, et vous n'avez pas parlé de métropole, je vous le concède. Sauf que nous ne sommes pas dans la démarche qui est initiée par la réforme territoriale. La réforme territoriale, c'est d'obtenir des métropoles qui ont une certaine taille, une certaine dimension, et des régions
qui, de la même façon, ont une certaine taille, une certaine dimension. Laissons le soin au débat parlementaire de trancher tout ça. Moi, je ne serais pas opposé à ce que l'on fasse, comme vous l'avez indiqué, un rapprochement des 3 grandes régions qui constituent le sud-ouest et pour aller de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Pourquoi pas? Le débat parlementaire le précisera. Et enfin, pour ajouter un petit mot de conclusion, vous avez évoqué l'ingratitude électorale dont est victime aujourd'hui Monsieur Jean-Michel Baillet. J'espère que vous aurez la même compassion pour les 2 socialistes que nous sommes, complètement isolés face à ce, comment dire, j'ai failli dire coalition, face à cette convergence qui va de l'UMP jusqu'au front de gauche, mesurer un peu la difficulté qui est la nôtre. Ça ne nous empêche pas de dire avec force, laissons la chance à ce gouvernement et faisons en sorte que le débat parlementaire puisse trouver des solutions qui satisferont nos concitoyens. Très bien. Je redis une nouvelle fois, je n'ai absolument pas parlé de métropole, ni de métropolisation. J'ai simplement dit quelle place du département de Haute-Pyrénées demain. Et je constate que vous n'avez pas donné votre sentiment. Est-ce qu'on reste en Midi-Pyrénées et on s'allie avec Languedoc-Roussillon, ce qui va nous excentrer davantage? Ou est-ce qu'on regarde le bassin économique qui est celui que nous pouvons constituer avec le bassin palois, où cela représente 500-600 000 habitants, et est-ce qu'on n'a pas intérêt à regarder plutôt vers Bordeaux plutôt que vers Montpellier? Voilà la question que j'ai posée. Monsieur Brunet. Oui, merci Monsieur le maire. Pour tout vous dire, initialement, je n'avais pas prévu d'intervenir au cours de ce débat, pensant que nous assisterions à une sémillante partie de ping-pong entre nos collègues élus du Front de gauche et les élus du Parti socialiste. Mais néanmoins, je voudrais rajouter 2 ou 3 choses, et en dépit du fait que Jean-Claude Palmade, avec son expérience, est volé au secours de Michel Pham, je pense sincèrement, et je pense que beaucoup de nos collègues me rejoindront, que la fougue et l'éloquence de Pierre Montoya aurait mérité mieux que la réponse à travers la lecture d'éléments de langage diffusés par le Parti socialiste. Ben oui, c'est quand même la vérité. Car cette réforme territoriale, Gérard Trémège a évoqué les interrogations légitimes qui sont les nôtres quant à l'avenir de notre propre collectivité municipale, et je n'y reviendrai pas, mais pose beaucoup de questions sur l'avenir de notre territoire. Et ça n'est pas uniquement une question de cartographie. Je regrette profondément que cette réforme territoriale soit abordée par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire le plus facile, c'est-à-dire le découpage de la carte, ce qui est toujours valorisant pour les grands élus nationaux, mais sans qu'on rentre sur le fond, c'est-à-dire qu'on ne parle quasiment jamais des compétences dévolues aux uns et aux autres, et on ne parle quasiment jamais des moyens affectés à ces compétences. Et j'observerai. Dans le projet de loi, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Justement, c'est pas. Justement, bien sûr, mais Madame Pham et Monsieur Palmade, oui. il me semble qu'il eût été certainement beaucoup plus pertinent de commencer à réfléchir aux compétences et aux moyens pour voir ensuite, dans un second temps, quel est le périmètre le plus pertinent pour la mise en œuvre de ces compétences affectées et appuyées ou adossées à ces moyens. Or, on est parti totalement à l'envers. C'est-à-dire, et je crois que c'est M. Montoya qui a dit ça tout à l'heure, une réflexion totalement hors sol. Mais je ne veux pas prolonger le débat, je voudrais juste faire part d'une réflexion. Vous avez certainement, comme moi, lu les analyses de l'économiste et géographe Christophe Guilluy, je prononce probablement mal son nom, qui a réfléchi sur les conséquences de la métropolisation de notre territoire. Et je pense que c'est une menace qui nous guette ici même. Vous savez très bien que lorsqu'on est à moins de 100 ou 120 km d'une métropole, la métropole a un effet centrifuge, mais lorsqu'on est à une distance supérieure, la métropole a un effet centripète, c'est-à-dire qu'on est rejeté par la métropole. Et ce que beaucoup appellent, et cet économiste appelle l'économie et les territoires périphériques, mériterait un peu plus d'attention de la part des pouvoirs publics. À moins qu'il n'y ait derrière tout ceci, et c'est là-dessus que je finirai mon propos, une intention dissimulée, une intention cachée, une intention un brin cynique, donc inavouée.
C'est-à-dire considérant qu'en période de pénurie de moyens publics, et devant la fascination exercée par le Big is Beautiful, je rappellerai néanmoins qu'il existe en Allemagne des lenders ou des lenders avec des populations bien moindres. Il existe des lenders, notamment sur la partie est de l'Allemagne, de 600 à 800 000 habitants. Donc la notion de l'optimum dimensionnel, de volume, n'est pas forcément le plus pertinent. Mais à moins que, disais-je, l'intention cachée des pouvoirs publics soit d'affecter le peu de moyens qui restent à ceux qui sont les plus dynamiques, c'est-à-dire les métropoles, en décidant d'abandonner à leur triste sort les territoires périphériques. J'ai bien peur que ce soit l'intention cachée du gouvernement, et là ça pose un problème, et je suis sûr qu'avec Pierre Montoya, nous pourrons nous rejoindre là-dessus, et j'en veux pour preuve la vision de l'économie qui est celle déployée par le gouvernement. Quand M. Hollande, comme M. Valls, parle des chefs d'entreprise, il dit les patrons, parce que pour lui, ce sont les dirigeants de grandes entreprises. On voit bien d'ailleurs qui sont les principaux bénéficiaires du CICE, c'est-à-dire EDF, La Poste, etc., et très peu les TPE et les PME. On nous parle beaucoup de compétitivité, beaucoup de compétition internationale. Or, et j'en finis réellement là-dessus, l'année dernière, il y en aura autant cette année, les 63 000 entreprises qui ont déposé le bilan devant les différents tribunaux de commerce, 95% d'entre elles n'étaient pas soumises à la concurrence internationale. Le problème, il est ailleurs, mais j'ai l'impression qu'on ne se concentre que sur ce qui est immense, et ce que je redoute, c'est une volonté de métropolisation du territoire national au détriment des territoires périphériques. Madame Pham, vous vouliez intervenir ? Non, je disais à monsieur Brunet que de toute façon, on a jusqu'à 2016 pour se prononcer. Donc il y a encore des modifications qui vont avoir lieu. Tout n'est pas arrêté. D'accord. Heureusement qu'il y aura aussi 2017 pour se prononcer. Et vous parliez... Oui. Il y aura aussi 2017 pour se prononcer. Et vous parliez des entreprises... Peut-être avant. Vous parliez des entreprises qui ont déposé le bilan en 2013. Mais... ce n'est pas tout d'un coup en 2013 qu'elles ont été en difficulté, Monsieur Brunet. Non, mais ça c'est un peu facile de rejeter la faute sur les autres. Ça, c'est une chanson connue. On sait très bien tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il est temps de changer de refrain, parce que là, ce n'est plus du tout crédible. Je vous ai dit tout à l'heure quelle était l'évolution de la dette, quelle avait été l'évolution de la dette en 5 ans et quelle est l'évolution là en 2 ans. C'est sans commune comparaison. Alors donc, il vaut mieux là. Il y a des moments où il faut faire profil bas. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur ce sujet ? Bon, il n'y a pas d'autre intervention. Je constate, comme l'a dit M. Brunet, que c'était une partie de ping-pong, mais avec des balles en mousse quand même. Hein. C'est-à-dire que ça fait du mal à personne. Monsieur Montoya, je vous félicite pour votre intervention, même si elle avait besoin d'être un peu réactualisée. Mais enfin, c'était pas mal. Voilà. Non, juste le mot de la fin. Il y a un grand socialiste allemand du début du siècle, du XXe, fin du XIXe siècle, il s'appelait Bebel. Il était tourneur de métier et il disait « Je me méfie toujours quand un adversaire me félicite ». Vous avez raison, vous avez raison. Je vous donne raison là. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose que nous abordions maintenant des commentaires un peu plus détaillés sur la CEMI.